Vous l'avez vu, les jumeaux chez les humains, c'est fascinant. Mais est-ce qu'il en existe aussi chez les animaux? La question paraît toute bête, mais la réponse n'est pas si simple. Nous sommes chez Shahinez, 10 ans, et Shahez, 14 ans. Ils viennent d'adopter 2 adorables chatons, Shivani et Chamallow, nés d'une seule et même portée. Alors, à votre avis, les enfants, est-ce que vos chats sont des jumeaux? Je pense que ce sont des jumeaux parce qu'ils étaient inséparables à la naissance. Et dès que par exemple il y en a un qui part quelque part, l'autre il miaule directement. Et je pense que ce sont de vrais jumeaux parce qu'ils sont nés en même temps et ils ont le même père et la même mère forcément. Dans quelques instants, vous aurez la réponse. En attendant, direction le zoo de Thoiry dans les Yvelines. Des petits lémuriens originaires de Madagascar attendent de pied ferme le vétérinaire du parc, Tristan Ningler, et notre animateur, Mac Lesguy. Messieurs, pardon. Enfin, messieurs, mesdames. J'ai rendez-vous avec Tristan le vétérinaire. Pardon, oui, bonjour. Alors, Tristan, ici, donc on est à Thoiry, ça, ce sont des makikata, c'est ça? C'est ça. Et vous avez eu des naissances? Oui, on a eu 5 petits cette année, dont 2 femelles qui ont fait 2 petits à la fois. Et alors, vous dites 2 femelles qui ont eu 2 petits à chaque fois, donc ça veut dire que ce sont des jumeaux? Alors, on peut dire des faux jumeaux. Disons que jumeaux, c'est un terme consacré vraiment pour l'homme. Chez les animaux, on parle plutôt de naissances multiples, puisque chez eux, globalement, la norme, c'est pas forcément d'avoir un petit comme chez nous, mais d'en avoir plusieurs. Chat, chien, chèvre, souris, tous les animaux qui ont plusieurs petits à la fois font donc de faux jumeaux. Cela vaut aussi pour Shivani et Chamallow. Mais pourquoi les considère-t-on comme tels? À l'INRA de Jouy-en-Josas, Pascal Chavat-Palmer, spécialiste de la gestation chez les animaux, nous explique. Ils sont considérés comme des faux jumeaux parce que l'ovaire va ovuler des œufs qui vont être fécondés par divers spermatozoïdes, chacun un spermatozoïde. Chaque œuf va produire un petit et donc il va avoir un patrimoine génétique différent, exactement comme un frère ou une sœur. Pour mieux comprendre, regardez cette échographie de lapine, une espèce qui a pour habitude d'avoir une dizaine de bébés par portée. Chacune des formes sphériques ici correspond à un petit avec son placenta. C'est comme des faux jumeaux chez la femme où on en aurait 2, chacun dans sa poche amniotique et chacun avec son placenta. Chose étonnante, chez nos animaux préférés, les bébés d'une seule et même portée peuvent avoir des pères différents. Antoine Bouvresse, vétérinaire comportementaliste, nous en dit plus. Chez le chat en particulier, c'est un phénomène qui est très fréquent. On peut avoir des demi-frères et demi-sœurs à l'intérieur d'une même portée, puisque dans une même portée, il peut y avoir des ovules qui sont fécondés par les spermatozoïdes de 2 pères différents. Voilà pourquoi les chats d'une même portée peuvent être totalement différents, encore plus que de traditionnels faux jumeaux. Mais qu'en est-il pour ceux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau? Retour chez nos petits lémuriens que Mac a bien du mal à différencier, même de près. Alors, j'ai plus beaucoup de cheveux, alors tu es gentil de ne pas me les arracher, hein. Alors, quand il y a des petits, alors les petits sont mélangés avec les adultes là, ils se ressemblent tous. Comment est-ce qu'on est sûr que ce sont des faux jumeaux et pas des vrais jumeaux, pour reprendre là encore un terme humain? Alors, en réalité, on ne l'est pas. C'est juste que statistiquement, la probabilité d'avoir des vrais jumeaux est assez faible. On sait par exemple que dans les petits de cette année, il y a une femelle qui a fait un bébé qui était un mâle et l'autre qui était une femelle. On sait que c'est forcément des faux jumeaux. Par contre, on a une autre femelle qui a fait 2 petits mâles. Est-ce que c'est des vrais jumeaux? On pourrait le savoir, mais il faudrait faire des tests génétiques. Mais quand on les connaît bien, ils ont des traits physiques qui permettent de les différencier? Il y en a qui ont une face un petit peu plus grosse. C'est comme chez les humains, en fait. Mais comme on s'identifie moins au makikata, forcément, on a un peu plus de mal à le voir. Tous ces faux jumeaux ont donc toujours des différences, plus ou moins évidentes. Car quand des animaux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, regardez ce que ça donne. Ces 2 petites chiennes husky, Princesse et Neige, sont nées en 2017. À l'époque, leurs propriétaires décident de faire des tests ADN pour confirmer leurs soupçons. Les analyses sont formelles. Les 2 chiennes sont bien des jumelles monozygotes, autrement dit de vraies jumelles. En 36 ans de carrière, leur vétérinaire n'en avait jamais vu.
C'est un phénomène rare par définition, puisque un vrai jumeau, c'est un embryon qui a été fécondé, qui va se diviser en deux. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Mais y a-t-il des espèces chez qui les naissances de véritables jumeaux sont plus courantes? Alors on ne sait pas forcément chez quelles espèces il y a plus de vrais jumeaux. Par contre, il y a des espèces chez qui c'est normal. Il y a une espèce sauvage qui s'appelle le tatou à 9 bandes qui produit des embryons qui se divisent en 4. Donc à chaque fois, on a 4 vrais jumeaux pour chaque naissance de tatou à 9 bandes. Donc la plupart du temps, la femelle tatou donne naissance à des quadruplés, qui sont 4 vrais jumeaux. Mais pour la grande majorité des autres animaux, la naissance de vrais jumeaux est un événement aussi rare que chez les humains. Par contre, les faux jumeaux issus de naissances multiples, c'est très fréquent. Et il y a une raison. Pour la découvrir, Mac va rencontrer un animal bien plus prolifique que les lémuriens. Ouh, des boas. Là, on passe à une autre catégorie, donc c'est un couple de boa constrictors. Eux, ils sont beaucoup plus prolifiques. Hein, on a eu des bébés récemment, donc si vous voulez, je peux vous les montrer. Oui, avec plaisir. Hop. Voilà. Donc là, on a eu plusieurs petits qui sont nés il y a quelques mois. Et alors là, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, ce couple de boas a eu 4 bébés, c'est ça? Pas tout à fait. On en a gardé 4, mais en réalité, ils en ont eu 24. 24? Mais pourquoi chez ces boas, les portées sont-elles aussi nombreuses? Alors, dans la nature, c'est des animaux qui, quand ils vont naître, vont être tout petits et du coup vont être des proies. On voit toujours le boa comme un prédateur, mais en réalité, quand ils sont jeunes, c'est des proies. Donc, le fait que ce soit des proies et qu'ils puissent se faire manger par d'autres prédateurs, plus le fait de pas forcément trouver de la nourriture, etc., il y a pas mal de pertes. Et pour avoir quelques jeunes qui survivent, il faut qu'il y ait un nombre plus important. La nature est bien faite. Donner naissance à plein de bébés ou au contraire à un seul, c'est une véritable stratégie de survie pour les animaux. Ceux qui font souvent de faux jumeaux, donc plusieurs petits, sont ce qu'on appelle les nidicoles. Comme les boas, les chiens, les chats ou les rongeurs. Ceux qui ne font qu'un seul bébé à la fois, ce sont les nidifuges. C'est le cas de l'éléphant, de l'âne ou du rhinocéros. Entre les bébés des nidicoles et des nidifuges, il y a très souvent une différence majeure. Alors, par exemple, les animaux qui vont être nidicoles, la caractéristique, c'est que les petits qui vont naître sont très nombreux, mais ils ne sont pas encore matures. La plupart du temps, ils sont aveugles, ils n'ont pas de poils, donc ils ont besoin de rester immobiles à l'intérieur du nid pour finir leur maturation. À l'opposé, les espèces qui vont être nidifuges vont mettre au monde un seul petit, parfois deux, mais qui est déjà fini et presque autonome. Immédiatement, dès qu'il sera debout, il va reconnaître sa mère et la suivre partout, et c'est ça qui va le protéger des prédateurs. Désormais, vous savez que s'il y a plusieurs petits dans une portée, on peut dire que ce sont de faux jumeaux, avec chacun un patrimoine génétique qui leur est propre. Quant aux vrais jumeaux, ils existent aussi, mais ils sont bien plus rares. Les enfants, vous vous préparez, on va mettre les manteaux? Ce matin, c'est l'heure de la promenade en famille. L'hiver, Liron, Shelly, Yoram et Ophélie, leur maman, multiplient les couches de vêtements. Même Marley, le petit bichon, a droit à son petit manteau. Je veux le manteau à Marley. C'est l'hiver, il va avoir froid. Mais alors, est-ce une bonne chose de couvrir le petit bichon lorsqu'il fait froid, tandis que le berger allemand, lui, est privé de manteau? Ice doucement s'il te plaît. Ice! Je pense que le gros chien a beaucoup moins froid que le petit. Alors, chien ou chat, nos animaux domestiques ressentent-ils le froid comme nous ou sont-ils suffisamment protégés par leurs poils? Nous avons posé la question à Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire. Actuellement, les animaux sont clairement beaucoup plus sensibles au froid qu'avant. Je pense clairement que la domestication y est pour quelque chose, parce qu'on a créé des races et que dès qu'on crée quelque chose, on perd du naturel, on perd de la force, et puis aussi parce qu'ils se sont adaptés au fait qu'ils sont plus à l'intérieur, plus au chaud, et que d'aller dehors demande un effort. Il y a même des gens qui rechignent à sortir le chien lorsqu'il pleut, parce que le pauvre, il va se mouiller. Mais évidemment qu'on provoque là des animaux qui sont beaucoup plus fragiles. Certains de nos animaux de compagnie seraient donc sensibles au froid. La preuve avec ce chaton de 4 mois qui vient se faire soigner. Bonjour! Je
viens vous voir parce que ma petite Pearly a les yeux qui coulent, le nez très pris et puis elle éternue beaucoup. À tes souhaits. Elle a plutôt des signes d'avoir pris un coup de froid. On n'a pas réussi à la sécher complètement et en plus de ça, elle adore aller dans le garage où il fait assez froid. Faut que je la mette sous antibiotiques. Et oui, les animaux sont comme nous. Lorsqu'ils ont froid, l'énergie que leur corps dépense pour tenter de se réchauffer affaiblit leur défense immunitaire face aux maladies. Pourtant, la plupart des mammifères possèdent une défense naturelle contre le froid, leur fourrure. Regardons-la de plus près. Il y a deux types de poils chez l'animal. On a un poil de couverture ou poil primaire qui est plutôt long, qui est imperméable et qui est capable en plus de se redresser. Et lorsqu'il se redresse, il apporte une couche d'air protectrice. Et la couche d'air protectrice, elle empêche les déperditions d'énergie. Et puis, il y a un poil secondaire qui est en dessous de ce poil de couverture et qui lui est dense, presque duveteux, touffu et qui va garder l'aspect chaleur, l'aspect thermique. Mais si la plupart des mammifères ont ces deux couches de poils pour se protéger en hiver, alors pourquoi ce petit chihuahua tremble-t-il, tandis que Ice, le berger allemand, semble très à l'aise dans le froid? Est-ce une question de taille? Les animaux ne sont pas du tout à armes égales face au froid. D'abord parce que leur physiologie est différente, parce que leur couche de graisse est différente, parce que l'épaisseur de leur poil, la densité de leur poil est différente. Un chien sans poil et sans couche de graisse, il sera forcément beaucoup plus sensible qu'un chien qui a une bonne couche de graisse et avec un poil important. C'est la différence entre un husky bien adapté et le lévrier à poil très ras qui va avoir besoin d'un manteau. Voilà pourquoi Marley a besoin d'être couvert, mais pas Ice qui a une grosse fourrure bien plus épaisse et plus de graisse en dessous. Et si un animal de compagnie est plus ou moins vulnérable face au froid, c'est surtout à cause des critères de sélection choisis pour créer sa race. Les chiens destinés au travail en extérieur sont évidemment plus résistants que les chiens de salon. Qu'en est-il des autres animaux à poil ou à plumes qui vivent toute l'année en extérieur sans aucune protection? Moi, je pense que les autres animaux, ils peuvent avoir froid et ils n'ont pas de manteau, en fait, les animaux de la forêt. Vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier dans cette ferme pédagogique à Écancour, dans le Val d'Oise, avec Marie, chargée d'élevage. Ici, il y a des vaches, des moutons, des canards et même un âne. Vous avez vu, là, l'âne, en ce moment, il a ce qu'on appelle un poil d'hiver. Donc, il a un poil qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense et beaucoup plus long. On le voit bien sur sa tête parce qu'il a la tête qui est quasiment toute ronde. Nos animaux domestiques ont eux aussi un poil qui se densifie en hiver. Mais les animaux de ferme ou sauvages ont un atout en plus. Il y a une adaptation aux conditions, c'est-à-dire si on reste dehors en permanence, il va y avoir un poil qui devient plus dru, on va se nourrir en conséquence, manger plus, avoir un métabolisme plus important, bien sûr. Autrement dit, le métabolisme de ces animaux qui vivent constamment en extérieur s'adapte au froid. Contrairement à nos compagnons à quatre pattes qui vivent bien au chaud dans nos maisons. Les canards, comment ils font pour pas avoir froid dans l'eau? En effet, sur leur corps, ils ont des plumes, mais pas sur les pattes. Donc là, l'eau est à 7 degrés. Ah là là, c'est froid. Imaginez, c'est un peu comme si en plein hiver, nous étions vêtus d'une doudoune, mais pieds nus. Pour ne pas avoir les pattes gelées, les canards sont dotés d'un système extraordinaire. Explication de Véronique Mantré, vétérinaire spécialisée dans l'étude des oiseaux. Les oiseaux vont avoir des températures différentes aux différents endroits du corps. Ce qui est assez incroyable, nous on a 37, 38 partout dans notre corps. Les oiseaux pas du tout. Donc ils vont pas avoir la même température en haut du corps, entre 38 et 42. Et au niveau des pattes, ils sont capables de tolérer des températures qui vont presque jusqu'à 0. Avec les oies et les cygnes, les canards font partie de la famille des palmipèdes. Et contrairement à nous, les palmipèdes et certains oiseaux ont un système d'échangeur de chaleur qui empêche leurs extrémités de geler. On a souvent froid dans les extrémités, là où le sang va mettre beaucoup plus de temps à aller. Donc le canard, l'hiver, quand il fait froid, va amener moins de sang dans les pattes pour les laisser juste à température au-dessus de 0 pour éviter qu'elles gèlent. Et comme par magie, on va avoir une adaptation avec le sang qui va arriver en bas froid, adapté au froid, et le sang qui va remonter vers le haut, beaucoup plus chaud, adapté à la température du corps. Incroyable, le canard est muni d'un échangeur thermique.
Explication. Le sang très froid qui remonte vers le corps du canard capte la chaleur du sang qui arrive par l'artère. Résultat, la chaleur est conservée dans le corps du canard. En séparant la température de leurs pattes à celle du reste de leur corps, les palmipèdes résistent donc à des eaux très froides. En plus de leurs pattes, ils ont des plumes sur le reste de leur corps. Les plus visibles sont imperméables. L'eau qui va tomber dessus va juste glisser sur les plumes sans s'imprégner et s'infiltrer à l'intérieur. Donc en fait, leur peau ne sera jamais mouillée. Et en dessous, quand on soulève, on voit qu'il y a plein de toutes petites plumes blanches en dessous. On se sert en fait du duvet des canards et des oies pour nous les mettre dans les manteaux pour pouvoir avoir bien chaud. T'as vu comme c'est doux? les animaux habitués à vivre en extérieur luttent donc seuls contre le froid. Mais pour nos animaux domestiques qui ont besoin d'être protégés, le manteau s'impose. Et il n'est pas là que pour faire joli. Bonjour madame. Bonjour. Puis-je vous renseigner? En région parisienne, Hélène vient rhabiller Jackpot. Je suis à la recherche d'un manteau d'hiver pour mon chien. D'accord. On va regarder ce qu'il me reste en rayon. Un petit chien qui a froid, il va être plus réchauffé par du coton, par de la laine, par du polaire. Et puis, il faut surtout que ce soit doux. Idéalement, col roulé, imperméable, mais surtout... Et après, on passe sous le ventre. Et oui, plus un chien marche près du sol, plus il risque d'attraper froid. Le coup de froid, c'est pas uniquement le nez et les yeux qui coulent. Ça peut être aussi un coup de froid sur le ventre. Et c'est d'ailleurs quand ils sont mouillés qu'ils attrapent beaucoup plus le coup de froid. Je le trouve très bien, puis il est tout chaud. Pensez aussi à protéger leurs pattes avec des petites bottes en cas de neige quand les trottoirs sont salés, car le sel risque de brûler leurs coussinets. Vous l'aurez compris, l'hiver, la plupart des animaux qui vivent dehors ont plus de ressources contre le froid que nos compagnons favoris. Mais on peut aider nos chiens et nos chats à se protéger en adoptant les bons réflexes.